Alors, avec Bernard Ayat, président de l'Union régionale Île-de-France CFTC, et Brigitte Roblet de Malakoff Médéric Humanis, on va se pencher sur l'état de santé de nos élus, suite à une étude qui a été faite par Malakoff Médéric Humanis sur cet état de santé auprès de un échantillon de 3500 élus et mandatés. Alors, il faut préciser que cette étude, elle date d'avant la mise en place du CSE et qu'il y aura peut-être des choses qui vont changer sur une étude à venir, j'imagine, parce que beaucoup de choses vont évoluer. Alors, pour bien comprendre dans quel état ils sont aujourd'hui, est-ce que déjà on peut comprendre qui ils sont et quel est le profil type d'un élu aujourd'hui? Alors le profil type, je ne sais pas, mais toujours est-il que les élus actuellement sont à peu près autant d'hommes que de femmes, représentatifs de la population française, puisque c'est environ 57% des hommes et 43% des femmes qui sont élus actuellement. Et ce qui est important, c'est de savoir que la moyenne d'âge des élus est d'environ 40 ans. Donc c'est Bien chuté. assez vieillissant. Alors, voilà le portrait. Est-ce que vous, à la CFTC, vous avez à peu près la même typologie chez vos élus et mandataires avec étiquette CFTC, ou est-ce que vous avez des spécificités avec des élus peut-être plus vieux ou plus jeunes, ou plus hommes, plus de femmes? Non, je pense qu'on se retrouve dans dans la même notion, sur la même base, quoi, hein, puisque on a vu qu'on a fait l'étude CFTC pure en 2017, je crois, et il en ressort exactement, on va dire à peu de choses près, les mêmes chiffres. Est-ce qu'en prospective, puisqu'on avait déjà parlé ensemble en début d'année, on avait vu qu'il y avait des soucis avec la constitution des CSE. Est-ce que vous pensez que les lois sur les parités vont faire changer ces statistiques-là? Parce qu'on est quasiment à 50-50, on disait 47-53. Est-ce que vous pensez qu'on va arriver au 50-50 ou pas? C'est notre espérance, mais j'avoue qu'avec la mise en place du CSE et dans certains domaines, on va dire, de métier, on a plus de mal à trouver des femmes ou des hommes. Je peux parler de la métallurgie, par exemple, on va avoir du mal à trouver des femmes. Et le contraire, au commerce, par exemple, on a plus de mal à trouver des hommes. Voilà. Alors, pour leur état de santé, c'est évidemment l'engagement et l'implication qui fait qu'à un moment, il y a du travail et que ça influe sur cet état de santé. Est-ce que vous pouvez nous dire dans cette étude comment ressortent ces implications, ces valeurs qu'il faut porter auprès des salariés, le manque de reconnaissance et toutes ces choses-là? Alors tout d'abord, les syndicalistes, on les trouve surtout dans les grandes entreprises. Donc ça, c'est vrai que ça influe sur l'état de santé, parce que plus on est dans une grande entreprise, plus on se sent soutenu par les autres militants, par les autres syndicats. Si on est dans une toute petite entreprise, on est plus isolé. Donc ça, c'est déjà un premier lien avec l'état de santé. Sur les grosses entreprises, ce qui est intéressant, c'est ce soutien, mais c'est aussi toutes les heures à prendre et à organiser autour de son travail, et donc par rapport à la hiérarchie. C'est pas forcément très lisible de la hiérarchie. C'est ça, les heures de délégation, certaines demandent l'autorisation de les prendre, n'osent pas les prendre, ou les prennent en dehors du temps de travail parce qu'ils n'ont pas le temps, et notamment quand on est syndicaliste, les réunions à l'union régionale, à l'union départementale, à l'union locale se font quelquefois tard et ça ajoute du travail au travail et donc ça doit influer sur l'état de santé. Voilà, c'est exactement ça. Donc on a des élus qui sont en situation de burn-out. De burn-out, peut-être pas quand même, mais de stress important, oui. Alors, on avait vu en introduction, alors les plus anciens se rappelleront, du rapport Kramar-Cahuc, où dans l'introduction on voyait effectivement ce que vous traduisiez tout à l'heure. Il y avait un graphique où on avait la représentation des organisations syndicales dans les entreprises par tranche d'effectifs, entre 0 et plus de 10 000, et on avait une courbe qui était terriblement droite et qui faisait la diagonale. C'est-à-dire que dans les très grosses entreprises, il y avait toutes les organisations syndicales représentées à tous les étages, et dans les toutes petites entreprises, il n'y en avait quasiment pas. Est-ce que là-dessus, il va y avoir un travail de fait pour dire dans les petites entreprises, avec le CSE, c'est peut-être le moment de se réveiller et de créer une section syndicale? On essaye, hein, et je pense que Marcel en parlera mieux que moi sur les très petites entreprises, puisqu'il le vit au quotidien. C'est très très compliqué quand même de rentrer dans les petites entreprises, même si elles nous envoient à aujourd'hui des invitations à protocole préélectoral. Mais on voit que c'est très très compliqué, quoi.
on a vu l'âge moyen de l'élu. Et maintenant, est-ce qu'il y a un impact du turnover dans les entreprises et de tous ces effets-là sur le nombre de mandats et la durée pendant laquelle ils sont élus? Bien sûr, et c'est pour ça en fait qu'on a essentiellement des gens plus âgés parmi les élus. Parce que le turnover, certes, mais il y a aussi tout ce qui est évolution dans l'entreprise si on est syndicaliste. Oui, et clairement. Il y a eu un article cette semaine qui dit que on est syndicaliste, tout d'un coup on est marginalisé, on est pénalisé et on a mauvaise réputation dans l'entreprise. Donc effectivement, celui qui décide d'être délégué syndical à un moment tire un trait sur sa carrière. Non, pas tout à fait. Il y a quand même des Pas de lois. partout, on va dire. Il y a quand même des lois qui sont censées protéger ça. Mais c'est quand même une réalité. Alors, quelle est la durée de mandat aujourd'hui moyenne d'un élu? C'est un mandat de 4 ans, 2, 3? Il me semble avoir vu 12 ans. Donc ce qui ferait 3 mandats. 3 mandats. Et après, c'est vraiment le ras-le-bol ou qu'est-ce qui se passe? Est-ce que dans votre étude... C'est-à-dire que dans la mesure où l'âge moyen est à 40 ans, l'âge moyen du syndicaliste est à 40 ans. C'est un âge moyen. Ça veut dire que, globalement, c'est plutôt entre 45 et 50. 12 ans plus tard, que fait le syndicaliste? Il part à la retraite. Ou pas, avec ce qui se passe en ce moment, ou pas. Mais l'engagement ne va plus être le même. Alors comment évolue l'état de santé en fonction de quels critères du représentant du personnel, selon votre étude? Qu'est-ce qu'on remarque comme évolution pratique? Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque essentiellement du stress. Du stress lié à la pression de la hiérarchie, mais du stress aussi parce que les syndicalistes ont tendance à embarquer, ce que j'appelle embarquer, ce que leur racontent les militants, pas les militants, les salariés. C'est-à-dire que ils ne mettent pas de barrière entre ce qu'on leur dit et ce qu'ils ressentent. Ça, c'est un gros problème. Trop d'empathie. Trop d'empathie, c'est ça. Ça fait partie des premières choses que l'on voit. Deuxième phénomène, le manque de sommeil. Ça, c'est important. C'est une source de stress des syndicalistes, le manque de sommeil. Troisièmement, il faut être très entouré. Très entouré. Alors, il y en a qui sont entourés par leur hiérarchie, il y en a qui sont entourés par les autres syndicats dans les grosses entreprises. Ça arrive. Et il faut être surtout entouré par ses proches. Ça, c'est très important. Alors, dans l'entreprise, j'imagine qu'en fonction des tranches d'effectifs, le sentiment d'être entouré est différent. Parce que dans une petite entreprise, on est beaucoup moins entouré que dans une grande. Et donc, j'imagine que le stress est plus grand. C'est ça. Dans une petite entreprise, on est très isolé et on n'arrive pas à déléguer les choses. Dans une plus grosse entreprise, le syndicaliste arrive à plus déléguer, à former des plus jeunes. Ça, c'est important pour la relève. Pourquoi aussi un syndicaliste ne dure que 12 ans, par exemple, fait 3 mandats? Parce qu'après, dans les grosses entreprises, il a eu le temps de former des jeunes. Dans les petites entreprises, les syndicalistes sont des gens très isolés. Alors, dans le cadre des syndicalistes très isolés, les organisations syndicales, toutes, donc la CFTC aussi, a des unions locales, des unions départementales, une union régionale ici, et aussi les fédérations, les branches professionnelles. Comment on peut expliquer à ces syndicalistes qu'il y a des numéros de téléphone, des mails et des numéros de portable qu'on peut appeler pour être assisté et être moins isolé dans la boîte? Je pense que les futurs militants ou les futurs responsables syndicaux savent quand même à qui s'adresser. Puisqu'on est partout, hein, on est sur Internet, on est maintenant avec les moyens modernes par Twitter, par Facebook, enfin, etc. etc. Donc je pense qu'on sait à qui s'adresser et si on veut des renseignements, il y a tout ce qu'il faut. Oui, mais l'apport concret de la structure territoriale ou professionnelle pour aider ces gens isolés, elle se manifeste par des documents, par des choses comme ça qu'ils peuvent demander. Ils sont pas, la structure est là pour les aider. Tout à fait. Il y a des juristes, il y a des gens salariés qui font très bien le travail. Et je pense que ces juristes vont les aider justement
par exemple, travailler un protocole d'accord préélectoral, travailler un tract, enfin, etc., etc. Alors, revenons sur l'état de santé de nos élus. Comment ça évolue dans le temps et quels sont, vous qui êtes une institution de prévoyance, ce qui vous coûte le plus quand vous avez un syndicaliste qui est malade? Quels sont les symptômes qui arrivent? Parce que le stress, on imagine les infarctus, les AVC, les choses comme ça. Et lutter contre ces isolements et ce surcroît de travail peut permettre de faire baisser les primes de mutuelle. C'est aussi là-dessus qu'on se base. Et c'est un peu l'objectif. La bonne santé, c'est bien pour l'individu, mais c'est bien aussi pour les cotisations. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour... Nous, on fait beaucoup de prévention des risques. Alors, cette prévention des risques, pour l'instant, on ne la fait pas forcément auprès des syndicalistes purs, puisque cette prévention des risques, on la fait au travers des entreprises adhérentes chez nous. Ça fait partie d'ateliers que l'on a mis en place vis-à-vis des salariés des entreprises adhérentes en prévoyance ou en santé chez nous. Alors, typiquement, les ateliers se déroulent comment? Ça peut être des ateliers de qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Comment on gère ce qui a pu se passer aujourd'hui dans la vie d'un salarié? C'est-à-dire l'attitude physique, l'attitude face au stress. Tout ça, c'est des éléments que l'on fait dans nos ateliers prévention. Et vous y invitez les représentants du personnel, les élus et mandatés, puisque il y a encore quelques mandatés, avec le CSE il y en aura de moins en moins, mais vous les invitez aussi pour justement essayer au moins de partager cette empathie et qui ne prennent pas tout sur eux. Bien sûr, au même titre dans l'entreprise, au même titre que les salariés de l'entreprise, puisqu'ils sont salariés de l'entreprise. Puisque je vous dis que ces ateliers de prévention sont pour les salariés d'une entreprise adhérente. Donc, de toute façon, ces élus sont aussi des salariés de l'entreprise. Alors, vous, à la CFTC, vous travaillez donc avec des institutions de prévoyance, dont Malakoff Médéric Humanis. Comment se fait cette collaboration entre vous et l'institution? Disons que nous, on va le faire sous forme de forum, santé au travail, on va dire, ou même sur le CSE, puisque c'est d'actualité jusqu'à la fin de l'année. Et Malakoff Médéric intervient souvent pour demander par questionnaire comment se sentent nos élus, quoi. Et c'est comme ça qu'il en ressort cette fameuse étude. Alors, que vous dites votre étude de notable, qui était un peu de remarquable plutôt, qu'on n'aurait pas attendu et qui vous ont surpris dans les chiffres que vous avez remontés? Moi, ce qui m'a surpris, c'est vraiment ce qui surprend, c'est vraiment ce stress que ressentent les syndicalistes. Et avant de faire l'étude, vous ne l'auriez pas imaginé? Pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Ce stress, ce lien entre trois sphères, la vie professionnelle, la vie privée, la vie de syndicaliste. Ça crée un stress assez important. Dû à la violence du monde du travail aujourd'hui? Alors, je ne sais pas si c'est dû à la violence ou dû à une forme d'incompréhension entre les gens. Est-ce que les gens s'écoutent assez? Est-ce que les gens tiennent compte de l'autre? Alors, ça peut effectivement être une forme de violence, mais c'est vraiment ça l'important. Les gens ne communiquent pas ou ne communiquent pas à bon escient sur leurs problèmes, sur le problème justement de ces trois sphères de vie, le lien entre les sphères de vie.